n'étaient que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontré. Les autres s'enterraient, toi tu étais vivant. Tu chantais comme chante un enfant. Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi pour la première fois, je me suis enfin sentie femme. Avec toi. J'étais grave et ton sourire clair. J'ai marché tout droit vers ta lumière. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, nous faisons l'amour et pareil de toi. Le temps paraît si court parce que tu es un homme et que tu es gentil, que tu sais rendre belle la vie. Toi, tu es gai comme un Italien quand tu le sais qu'il aura de l'amour et du vin. C'est toujours comme la première fois quand je suis enfin devenue femme. Une femme avec toi. Qu'est-ce qui vous agace le plus? Qu'on vous surnomme Bigoudi à cause de votre calvitie, qu'on imite vos imitations, ou alors que Stéphane Collaro vous transforme en crabe? Rien de tout cela ne m'irrite. Rien ne vous agace? Non. Rien du tout? Non. Vous réagissez bien? Bah, écoutez, je le trouve plus ou moins réussi. C'est surtout le public qui doit réagir. Je suis le plus mal placé pour avoir une opinion. Mais ça me m'irrite. Pourquoi voulez-vous que ça m'irrite? Et Krabzuki chez Collaro, vous trouvez comment? D'après ce que j'ai compris, il a voulu présenter un prolo, un métallo parisien type, il m'a même mis un mégot alors que je ne fume pas, ça n'a pas d'importance. Et puis c'est tout. Pour le reste, c'est son affaire, lui et le public. Et Bigoudi, vous connaissiez ce surnom? Oh, j'en ai beaucoup des surnoms. Vous en avez d'autres? Lesquels, par exemple? Oh là là. Un deuxième surnom très vite comme ça. Je sais plus. Vous avez vu la une du Matin de Paris la semaine dernière où on parlait du look de la CGT. Alors, quand on lisait l'article, on s'apercevait que c'était juste une manchette de journaliste. Mais est-ce que vous ne croyez pas que le look Krasuki, c'est-à-dire le côté un peu gouailleur comme ça, la casquette, est-ce que vous ne croyez pas que ça peut décourager certaines professions, des cadres, des professeurs, de s'engager, de militer à la CGT? Est-ce que vous ne croyez pas que vous donnez à la CGT finalement un look un peu trop prolo, quoi? Je pense pas donner plus spécialement un look prolo ou qu'autre, je suis comme je suis. Ouais. Ensuite, la CGT, ça ne se ramène pas à une personne ni à son allure. On a la tête qu'on a. Ouais. Et non, il y a l'image qu'on fabrique et puis il y a la réalité des personnes et de l'organisation. Vous me parliez du Matin de Paris, c'était un titre incorrect. Ah oui, qui ne parce que correspondait quand pas on lisait au l'article, texte. on s'apercevait que c'était pas vrai, mais, finalement. oui, mais ça n'était pas innocent. Ouais. Et c'est... non, c'est pas une affaire de justice. J'ai réagi en protestant Ouais. et le Matin de Paris a publié bien. ma protestation. Très bien. Donc, parce que je tiens à me faire respecter et à faire respecter
l'organisation que je représente. Mais enfin, pour en revenir à votre question s'agissant de la diversité des salariés, je me Pensez sens pas- représentatif pensez du monde du travail tel qu'il est. D'accord. Vous ne pensez pas que votre look peut empêcher certaines catégories sociales quand je me de trouve, militer à la CGT j'ai souvent l'occasion de rencontrer des ingénieurs, des cadres supérieurs, des techniciens bien sûr, des scientifiques. Je visite, je discute, nous nous comprenons et ils n'ont pas l'impression de parler à un extraterrestre. Je vous arrête. Monsieur Krasicki, je vous donne 3 minutes et vous allez essayer de me convaincre de rentrer à la CGT. Vous avez 3 minutes. Que me dites-vous? Vous êtes une salariée. Il vous arrive ou il peut vous arriver d'avoir besoin de défendre vos intérêts de salariés. Salaire, avancement, sécurité de l'emploi, dignité aussi. Vous avez besoin d'être organisé. Toute seule, il peut vous arriver de vous débrouiller. L'importance des syndicats, Mais- tout le monde est d'accord, mais pourquoi la CGT? J'y viens. Mais d'abord l'idée, c'est de se grouper. Oui. Alors pourquoi la CGT? Parce que, citez-moi un syndicat plus combatif que la CGT, plus proche des préoccupations des gens, plus ferme dans les discussions avec les patrons. Elle a toutes sortes de défauts, mais en tout cas, essayez. Et si même il ne vous convient pas, eh bien, contribuez à le faire comme vous voudriez qu'il soit. Mais ne restez pas seul, parce que comme salarié, vous êtes en fait Est-ce que tu es situation de convaincu? faiblesse. Parce que si vous commencez à faire engager mes salariés à la CGT, ça va aller très très mal pour moi. Ah ouais, moi je veux seulement, quand on me pose cette question-là, Je vais me ne demander cherche- une augmentation demain matin. Quand on me... ça, Ah ben, c'est c'est convaincant. sûr, ah ben, c'est sûr. Ça c'est Elle va faire convaincant. grève. C'est convaincant, c'est possible. Alors maintenant, je vous Mais- pose une autre question, M. Krasicki. Écoutez-moi. Je voulais Non, non, vous non. dire, moi je ne cherche pas comme ça à convaincre. Non, non, mais 3 minutes. elle est un peu je veux convaincue, donner déjà. à réfléchir. Oui. Alors écoutez-moi maintenant. Vous faites partie des gens qui pensaient que le bilan des pays de l'Est est globalement positif. Oui. Vous avez participé en septembre 86 à Berlin-Est à une réunion de la FSM, vous êtes un peu réconcilié Grand avec congrès, eux. oui. Grand congrès, le 11e, vous êtes un peu réconcilié avec eux et vous êtes maintenant un des vice-présidents de la FSM en compagnie de Roumains, de Bulgares, de Tchèques, de Russes et d'Allemands de l'Est. Alors, Ou puis de beaucoup d'autres, et de beaucoup tous les d'autres, continents, de tous les continents. d'Afrique, Alors maintenant, je vous pose une d'Asie, question. Est-ce que vous, Henri Krasicki, aujourd'hui, vous vivriez dans un pays de l'Est? Ah ben, d'abord, je suis français. Oui. Bon, alors, moi, j'aime bien vivre en Oui, France. d'accord. C'est tout. Alors, parce que ce genre de questions, vous voyez, ça n'a pas beaucoup de sens. Ah, mais non, quand même. moi, je vis en France et par contre, j'ai une certaine idée de comment on pourrait vivre mieux en France. Ouais. Mais Et- votre idée de vivre mieux en France, c'est un peu se rapprocher des pays de l'Est quand même. Pas du tout. Pas au sens de copier ce qui se fait dans tel ou tel Ah bon, pays. d'accord. Bon, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a certaines choses qui rassurez. m'intéressent, certaines choses ont un caractère fondamental. Par exemple, je trouve qu'il y a des injustices et des inégalités Ici. sociales Ah, mais dans oui, notre c'est système, sûr, évidemment, mais c'est sûr. énormes. Mais il n'y a pas que Et les même, communistes qui c'est- le disent, il y a aussi les catholiques qui disent que tout le monde Bien, alors, devrait donc, partager. donc je sais pas. donc je considère que telle qu'elle est, cette société a besoin d'être changée. Tout à fait. Mais à la française, disons, Oui, en d'accord. fonction de notre histoire, de la manière de vivre des Français, etc. C'est tout à fait autre chose. Bien. Mais vous ne me ferez pas, sous prétexte qu'il y a tel ou tel J'ai défaut, aucun espoir de vous faire changer d'avis. non. qu'il y a tel ou tel défaut, renoncer à comprendre ce qui se passe d'important dans ces pays-là, ce qui s'y est passé d'important. Si je prends l'Union soviétique, Oui. par exemple, ce qu'elle a fait il y a 70 ans, c'est l'équivalent à notre siècle de ce que la Révolution française a fait il y a 2 Vous siècles. pensez? Oui. Je vous pose une question définitive, ça sera la dernière, et j'aimerais que vous me répondiez le plus franchement possible. Vous avez eu le malheur pendant la guerre d'être déporté. Aujourd'hui en URSS, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des camps de concentration. Comment pouvez-vous serrer la main de ces gens-là? Vous savez qu'en URSS, les Juifs n'ont pas le droit de sortir du RSS. Comment pouvez-vous serrer la main de ces gens-là? Comment pouvez-vous me poser des questions, vous êtes un journaliste, aussi peu raisonnable? Parce que non,
Aujourd'hui, ça existait, mais aujourd'hui en URSS, il n'y a goulag, pas... ça n'existe pas. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a... Parce qu'eux, ils ont peu de prisons, ils ont un système pénitentiaire qui est basé sur des camps de travail. Ils disent que c'est pour une rééducation, mais ça concerne des gens, des prisonniers de droit commun. Ils n'ont pas de prisonniers politiques. Il y en a eu, Vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il y en a eu, URSS. nous avons protesté. Oui. S'il en reste quelques-uns, ils sont en train de régler cette question et vous le savez, les réformes qui ont lieu en Union soviétique en ce moment, notamment sur la question des droits de l'homme, y compris sur la liberté de circulation des juifs ou de tout autre, Vous savez sont quand même des qu'il y a choses des juifs en URSS mais qu'on appelle les refusniks qui n'ont pas le droit de sortir. Justement, je suis en train de vous dire, cette question qui nous a amenés à critiquer, à discuter, à leur dire, mais pourquoi vous ne laissez pas ces gens circuler, sortir, etc. Aujourd'hui, c'est en cours de règlement. Vous pensez qu'ils vous ont entendu? Non, mais c'est pas seulement. Je ne pense pas que c'est parce que seulement nous avons donné notre avis. Nous avons joué un rôle et utile, justement, à une époque où on nous reprochait de ne pas crier. Nous avons dit ce qu'il fallait, et publiquement quand c'était nécessaire. Vous pensez qu'aujourd'hui ça va bien? C'est en train de changer s'améliorer. Sérieusement. Et personne ne le conteste dans les milieux de l'information, je crois en général. Alors, vous me surprenez par votre question parce que c'est l'avis de pas mal de gens quand même. Vos collègues en ce moment sont en train de devenir prudents. Oui, Vous tant savez- pis pour eux. Ça s'appelle lutte gréco-romaine, mais ça vient d'Égypte et ça date de 2002 avant Jésus-Christ. Parmi ces 4 lutteurs, il y a Patrice Mourier, champion du monde. Franck, tu les lui poses pas la question cette semaine. Non, pas Et ce pourquoi soir. tu ne veux pas la lui Parce poser? que je m'ennuie. Mais pourquoi il t'ennuie? Posez-lui la regarde-le. question. Mais regarde, C'est quoi les chouchous de c'est la rigolo. semaine? C'est rigolo, regarde-le. Mais j'ai moyen de la faire poser, moi, la Non, question. pas ce J'ai soir. moyen Ah de ouais, la faire poser la question. Tu me la poses Voilà, enfin? Oui, regardez. où sont les chouchous de la semaine? Voilà, il a je vois posé bien la que tu question. fais le chouchou, mais c'est un chouchou. C'est quoi les lui chouchous aussi. de la semaine? Alors voilà, c'est une compilation qui arrive. Vous savez que les compilations sont à la mode. Oui. Vous avez vu aussi mon corps, comme il a travaillé Il est cette semaine. magnifique, non, ton comme il a- corps. Merci. Tu n'as jamais été aussi beau. Ah, une compilation de jazz, puisque le jazz revient à la mode. Laissez-le maintenant, sauvez-le! Non. Une compilation de jazz avec de vieux morceaux, c'est le caca de le dire, de vieux morceaux de jazz avec James Brown, Quincy Jones, Jimmy Smith, tout le monde, voilà, c'est très très bien, il faut Et absolument. le super chouchou, c'est Et quoi? le deuxième, c'est Joe Cocker, qui est le vieux gaga que tout le monde connaît, Gaga, Baba, qui fait le morceau de Rara, Ray avec la Charles. voix rock. Oui. Mais chouchou, c'est la compilation. C'est la compilation un plus Absolument. chouchou que l'autre. 10 septembre 1987, Band Minuit passe la soirée avec Cicciolina au Trastevere pour préparer l'interview destinée à la première émission. Siamo signori senza quattrini, ma il cuore nostro è una capanna, cuore sincero che non si inganna. Si sta in bolletta, noi aiutiamo, però da Micchi non ci passiamo. Noi siamo magnatori di spaghetti, delle Trastevere, dei galletti. Olè! Cicciolina, tu ti masturbi spesso? Sì, io dico sempre viva la masturbazione. Tu utilizzi spesso un fallo in plastica? Sì, perché nelle discoteche italiane, anche adesso all'estero, faccio l'amore con un fallo trasparente di cristallo. O melanzane? Melenzane? Beh, mi piace la verdura. O zucchine?
come ti dicevo prima, sì. Cetrioli? Mi piace mangiarlo. Carote? Buono, fa bene agli occhi. Tu utilizzi spesso paglie di geisha? Non l'ho capito bene, veramente. Paglie di geisha? Non conosco. No. Sei clitoridiana? Mi piace la sessualità, mi piace essere anche clitoridiana, però mi piace fare l'amore con un uomo con cicciolino duro, lungo. Se sei vaginale? Sono vaginale. Sei anale? Anche anale, sì. Anche? Sì. È importante per te la misura del sesso del maschile? No, importante avere la consistenza di fare l'amore bene con un uomo. Hai già fatto l'amore con una donna? Sì, io ho fatto non solo con una donna, con tante donne insieme. Quanti? Saranno stato anche 10. Sono un grande letto rotondo. Con un cane? Col cane ancora no. Che voglio? Un cane lupo? Un cane danese? Un cagnolino? Beh, io non sono contro gli animali, mi piacciono molto, però non ho mai fatto l'amore. Chissà, mi piacerebbe provare con un elefante. Con un elefante? Con un maiale? I maialini sono molto erotici, devo dirtelo. Un asino? Gli asini sono molto belli, mi piacciono anche gli asini. Un rinoceronte? No, è troppo grande, troppo cicciottello. 11 décembre 1987, Cicciolina est à Paris. À partir de ce soir, tous les soirs à la belle époque, che carina. Non mi potete arrestare, selvaggio animale in calore, il cazzo che mi spruzza nel cuore, un muscolo rosso d'amore, affonda lungo il mio cuore. Tu, che sembri un manichino, tira fuori il cazzo duro, ti faccio un pompino, io ti faccio un pompino, oh. Voglio il cazzo, vestita di pelle, cazzo, più duro del muro, il cazzo, nel buco del culo, il cazzo che mi sfonderà, insieme alle schizzerà. Voglio il cazzo, vestita di pelle, cazzo, più duro del muro, il cazzo, nel buco del culo, il cazzo che mi sfonderà. Alors mon père, Teilhard de Chardin, est un peu le symbole de la complexité. Quand on veut dire que quelque chose est compliqué, on dit c'est du Teilhard de Chardin. Alors est-ce que vous pouvez en quelques phrases nous résumer ce que Teilhard de Chardin a apporté au monde? Mais si je dois résumer Teilhard en quelques phrases, je dirais qu'il a pensé un système des systèmes de pensée. Ouais. C'est baroque, mais nous avons tous été élevés dans une culture donnée, dans une philosophie donnée, et toutes les religions viennent de cette diversité, alors que Teilhard a imaginé que des systèmes philosophiques, à partir de prémices différentes, par exemple un marxiste part de la matière pure, un brahmane part de l'esprit pur, et un chrétien croit un peu à la matière, un peu à l'esprit, il ne sait pas comment ça colle entre deux. Teilhard a imaginé justement une espèce de kaléidoscope de tous les systèmes pour faire comprendre qu'on n'est pas un vrai philosophe si on ne connaît qu'un système. Mais le vrai philosophe, c'est celui qui sait transposer d'un système dans un autre, à partir donc de cultures même absolument hétérogènes, tandis qu'on sait très bien qu'un musicien, s'il ne sait pas transposer, il ne sait pas la musique. Et de la même façon, un philosophe qui ne sait pas transposer un système dans l'autre ne va pas s'en sortir. Ce qui explique que quelqu'un qui sera, mettons, chrétien, devra, pour discuter avec un marxiste, accepter de marcher avec le marxiste, à partir des mêmes prémices, entrer dans le même système lorsqu'on discute d'une question qui concerne les affaires matérielles. Et on demandera de la même façon à un marxiste
s'il veut comprendre de l'intérieur, mettons les prophètes ou les mystiques, d'entrer dans le système des prophètes et des mystiques. Alors vous, Père Biondi, ce que vous avez découvert finalement, c'est que Teilhard de Chardin était très intéressé par la médiumnité et qu'il pensait que le Christ était le plus grand des médiums. Mais et personne ne le sait, ça. Mais oui, mais parce qu'on a voulu le cacher. On a détruit, c'est à ne pas dire, même tellement c'est scandaleux, on a détruit plus de 15 opuscules de Teilhard qui traitaient de ce problème. Et j'en ai sauvé un seul, que j'ai publié, non pas dans des livres, mais dans les fascicules de mon association pour la religion universelle, tellement Teilhard a eu de génie pour saisir les astuces d'explication des miracles, des phénomènes extraordinaires de la Bible, des miracles de la vie des saints, à partir de phénomènes de la médiumnité. Et il a étudié par exemple le rapport du problème du temps, une cicatrisation instantanée dans une guérison. Tout est normal, sauf le facteur temps. Ouais. Ce qui semble prouver qu'on est entré dans un système de pensée, dans un monde où le facteur temps est différent. Or, nous savons, comme je suis spécialisé dans les problèmes des médiums depuis maintenant une bonne douzaine d'années, nous savons que ce qui caractérise le médium, c'est qu'au niveau de son psychisme, il est hors temps. C'est-à-dire qu'un médium peut reculer dans le temps et se mettre par exemple au moment où Jésus est crucifié, paf, il est cloué et il est stigmatisé. Je ne crois pas qu'un stigmatisé soit stigmatisé parce qu'il est saint. Je crois qu'il est stigmatisé parce qu'il est médium et qu'il est allé se balader du côté de la crucifixion du Christ. Alors, ce qui est quand même fou, c'est qu'à une époque où la science commence à s'intéresser de plus en plus à la vie au-delà de la mort, c'est la mode. l'Église, dont c'est le discours officiel, ne s'y était jamais vraiment intéressée. C'est quand même extraordinaire. L'Église s'est toujours intéressée à l'après-mort. Mais comme on nous a élevés avec l'idée que les Égyptiens étaient des païens, les brahmanes étaient des païens, etc., on est allé évangéliser ceux qui étaient encore vivants. On n'a pas évangélisé les Égyptiens, évidemment. Mais le scandale, c'est que les plus beaux textes sacrés de l'Égypte ne sont absolument pas enseignés, alors qu'on aurait là la matière d'un catéchisme supérieur, car il y a dans des livres qui sont dans des livres égyptiens, il y a la résurrection, il y a la divinisation de l'être après la mort, tout cela est éclairé, tout cela est lumineux dans les tombeaux de la vallée des rois, si on veut regarder tout ça. Ce que vous dites finalement, c'est que le judaïsme s'est inspiré de l'Égypte ancienne, autant que le christianisme s'est inspiré du judaïsme, et vous allez vers une sorte de religion universelle. Oui, seulement, je reproche au judaïsme, c'est pas sa faute, c'est son initiateur qui en est un peu responsable. Il avait été élevé comme prince égyptien et donc il savait des choses qu'il n'a pas transmises. Il a fait un tri. Alors que on ne pourra pas arriver à la religion universelle si on ne ressource pas tout à l'Égypte. Au lieu de partir du décalogue, il faut partir des textes qui sont les inspirations du décalogue. Au lieu de partir du Sinaï, lieu de convenance pour les Byzantins qui ont conduit les pèlerins là, il faut partir du vrai mot Horeb qui vient d'être retrouvé, qui est encore dans le sud d'Israël, à 100 km au nord des Lacs. Nous y étions le 28 février dernier. Ça bouleverse toutes sortes de données et ça modifie même la chronologie de Moïse. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de modifier la chronologie? Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de comprendre que le message a été abattardi. Et on n'arrivera pas à la religion universelle si on n'a pas le courage de reprendre les choses du début. Alors, naturellement, pour que la religion universelle réussisse, ce ne sont pas des hiérarchies. Mais vous n'êtes pas un peu hérétique par rapport à... Mais bien sûr que je suis hérétique, heureusement que je suis hérétique. Je m'en voudrais si j'étais pas hérétique. Le prêtre ici soit pas un peu hérétique. Mais non, mais je m'en voudrais si c'était banal. C'est vrai que vous avez institué une prière dans le monde entier entre 20h30 et 20h35. Oui. C'est que c'est le prime time sans télévision. Oh, c'est pas moi, c'est ça qui ai lancé ça. Hein. Ah bon? Nous avons lancé ce truc-là avec des amis, le faisaient depuis très longtemps, mais avec le monde entier doit prier ensemble. Avec un vénérable bouddhiste, nous avons eu l'idée de lancer une association de la prière universelle, sans inscription et sans cotisation, sauf la prière commande. À 20h30. De 20h30 à 20h35, tout le monde prie. On demande aux gens de prier pour l'harmonie du monde et pour les malades que soignent nos groupes de prière. L'idée est très bonne et d'ailleurs ça marche très bien. Et nous avons réellement des courriers incroyables de gens qui s'associent à nous. Dans tous les pays. Voilà, l'universel vient par la base et non pas par les hiérarchies. Est-ce que c'est vrai, mon père, que vous priez pour le diable? On a raconté ça dans un article de Paris Match. Oui.
personnellement, je crois que le diable est surtout la projection mentale de toutes nos négativités, donc il a une existence terrible. Bon, mais dans un texte très, très extraordinaire qui s'appelle « Le dialogue avec l'ange », il est expliqué que si nous étions capables de nous arrêter de penser négatif, instantanément, le diable n'existerait plus parce qu'il n'aurait plus de nourriture. Et de toutes nos négativités, nos horreurs, nos méchancetés, etc., nos guerres, etc., si on arrivait à détruire cette négativité du cœur de l'homme, il n'y aurait plus de diable naturellement. Mais il faut dire que là aussi, c'est tout aussi utopique que la religion universelle. On n'est pas encore prêt. Est-ce que vous croyez, mon père, comme André Malraux, que le 21e siècle sera spiritualiste ou ne sera pas? Je crois que le 21e siècle et le 22e et le 23e, parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête, sera de plus en plus religieux. Mais vraisemblablement tout à fait différent en fait de religion par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Et au point que nos ancêtres ne reconnaîtraient pas leurs petits. C'est normal. En réalité, nous allons vers un type de religion qui ne sera pas un mélange, qui ne sera pas un syncrétisme du tout. Mais alors que les hiérarchies sont payées, entretenues par leurs coreligionnaires pour exagérer leur particularisme, nous allons vers quelque chose qui sera d'abord une symbiose vraie. Un œcuménisme total, pas seulement entre chrétiens, c'est une rigolade. Hein. On fera vraiment un œcuménisme entre chrétiens, bon, dont on n'a pas idée déjà, mais on percevra, à partir des spirituels des religions, il y aura un accord au niveau mystique. Et c'est de là que viendra la clarté pour les autres. Merci. Vous savez, j'ai retrouvé, parce que vous ne vous rappelez pas le nombre de fois où on s'est vu, j'ai retrouvé deux polaroïdes que vous aviez fait de ma trombine quand j'étais petite au Festival de Cannes. J'étais vachement fière, alors je les ai gardés de moi. Que vous aviez fait, j'étais vachement fière, alors je les ai gardés dans une boîte. Je me souviens. Et maintenant, je fais des photos, voilà. Dominique Isserman, bonsoir. Léonard Cohen, bonsoir. Alors, tu fais quoi à Paris? Moi, je suis ici de faire un clip pour mon disque prochain avec Dominique Isserman. Encore Dominique Isserman? Oui, je suis dévoué. Alors, le clip qu'on vient de voir, c'était un clip de Dominique Isserman déjà, qui s'appelait Dance to the End of Love. Et celui-là, il va s'appeler comment? First We Take Manhattan. D'abord, des titres Manhattan. Alors, est-ce que tu crois, tu as été à une certaine époque un phénomène de société énorme, par tes livres, par tes disques. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, tu as encore quelque chose à apporter au monde? Ou est-ce que tu fais ça pour payer tes impôts? Autant que je sache, je suis toujours chanteur. Ouais? Oui. Et tu continues? Je continue, oui. Et le prochain disque sort quand alors? Fin janvier. Fin janvier? Oui. Et il s'appelle comme le clip? Non, c'est I'm Your Man. I'm Your Man, ah, c'est bien. Ça te fait plaisir qu'il ait fait ça quand même? Moi, non, je trouve ça superbe. Moi, je l'ai écouté, bien sûr, et c'est magnifique. Merci. C'est vrai, c'est magnifique. Alors, il y a quoi? Il y a 20 ans? Au moins. Au moins. Avec John Bess, Dylan, Peter, Paul and Mary, vous voulez changer le monde. Et est-ce que le monde t'a changé? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup? Non. Tu l'avais pas vu depuis combien de temps? Depuis un certain temps. Et alors? Il a changé? Léonard? Ouais. Moi, je trouve que ce disque est un peu différent de l'autre. Oui, il est plus positif peut-être. La musique est peut-être plus percutante. Je trouve que ça fait évidemment, c'est toujours en continuité avec les autres disques, mais je trouve qu'il y a une petite rupture sur ce disque-là par rapport à ceux d'avant. Il y a une espèce d'énergie, d'optimisme comme ça qui est très beau dans le disque. Tu la trouves où ton énergie, Léonard? Où est-ce que tu trouves ton énergie? Je l'ai jamais perdu. Quel âge tu as maintenant? 53. Quel effet ça fait? Quel âge avez-vous? Ah, moi je suis vieux, moi j'ai 38 ans. C'est pas jeune? Non, oui, c'est assez jeune. Il paraît que tu veux jamais appeler les femmes baby, c'est vrai? Oui, il y en a. Toi, il t'appelle baby? Baby. Il paraît qu'il aime pas. Dominique. Il t'appelle Dominique? Il m'appelle Dominique, oui. En entier ou Demi? Oui, Non, Dominique Isserman, il m'appelle. Dominique Isserman. Il dit Dominique Isserman, non. Non, il paraît que tu veux jamais appeler les femmes baby. Dans les chansons. Avant, mais dans la vie, c'est possible? Dans la vie, non, c'est pas possible.
Tu as toujours ta maison en Grèce, à Hydra? Je la garde toujours, mais je ne suis pas là souvent. Non. Qu'est-ce que tu penses que tu vas laisser de plus important? Quel morceau de musique, quel livre? Je pense que c'est pas du tout important ce que j'ai fait. Si, c'est important. Mais je ne peux pas choisir un morceau. S'il y a quelque chose d'important, ça m'échappe. Est-ce que tu crois que ce que tu vas laisser de plus important, c'est ce qui est le plus connu? Probablement. Tu penses que c'est donc Suzanne que tu vas laisser de plus important? Probablement, oui. Et Beautiful Losers? Peut-être, oui. C'est pas mal. Et le prochain disque? Et le prochain disque? Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Bien, je continue à faire des photos de mode, des portraits. Une belle photo de mode. Et tu sors un livre? Oui, un livre qui est sorti. C'est la première fois, parce que d'habitude, il paraît que tu veux pas tellement que tes photos soient mises dans des livres, que tu penses que ça suffit qu'elles soient dans les magazines pour des pubs ou pour du rédactionnel, c'est vrai? T'es bien renseigné. C'est vrai, non, j'aime bien le support de la presse. J'aime bien penser qu'une photo va dans un... J'aime bien travailler pour la page du journal et que savoir que ce support est éphémère et disparaît. Se travailler pour un support comme un mur de galerie, par exemple, ça m'a toujours effrayée. J'ai jamais osé faire une exposition parce que c'est quelque chose qui doit rester, qui est permanent, un tirage qu'on doit vendre. Ça me fait un peu peur. Mais là, je me suis décidée... Comment ça s'est passé ce livre? J'avais fait un travail de publicité en fait avec des Japonais, avec Anne Rohar, et c'était un calendrier de nus. Et puis en le faisant, j'ai pensé qu'on n'avait pas vraiment fini tout ce qu'on aurait pu faire dans ce château de Maison Lafitte. On est retourné pendant 2-3 fois, et 2 après-midi, et j'ai fait d'autres photos. Et puis après les contacts se sont accumulés, puis on a fait les tirages. Et puis après, un éditeur à Schirmer et Moselle a vu les photos et il m'a proposé de faire un livre et ça s'est enchaîné comme ça. Mais ça s'appelle Anne Rohar. J'ai cherché un titre, c'est pas une sélection de facilité. C'est pas... C'est l'histoire d'une fille avec un bras dans un château, quoi. Oui, en fait, c'est un portrait de Anne. Ouais. C'est un portrait de Anne Rohar. Vous avez 84 ans, c'est pas rien, et vous publiez en Allemagne, en Italie, en France, en Angleterre, un livre qui s'appellera en français dans 3 semaines chez Carl Lafont, Amoureuse de l'amour, qui a été un petit peu réécrit par notre ami Dante Vacchi, et qui est un livre qui raconte votre vie, qui est assez extraordinaire, faut bien le dire, ce qui justifie que nous soyons venus vous voir ce soir à Munich. Alors, quand on essaye de comprendre un peu votre personnage, quand on essaye de comparer qui vous êtes à des gens que les gens connaissent peut-être un petit peu mieux que vous, on pourrait penser à Marlène Dietrich, à Greta Garbo, et on le verra tout à l'heure un petit peu à Eva Braun aussi. Et si on voulait raconter votre vie en citant des films, on pourrait citer Cabaret, on pourrait citer Les Damnés, et on pourrait citer Le Dictateur, parce que vous avez très bien connu à la fois Adolf Hitler et Charlie Chaplin. Donc vous avez pu assister à des dîners avec les dignitaires nazis, vous avez pu finalement vous retrouver dans ce chalet en train d'essayer de corriger le script des esclaves blanches avec Goebbels, vous avez fréquenté leurs femmes, vous avez fréquenté leurs petites amies, et jamais vous n'avez pu obtenir une information plus précise sur la vie sexuelle d'Hitler. Non. On savait seulement que les femmes l'admiraient, l'adoraient. Et une fois, j'étais dans un hôtel et Hitler passait, et je ne sais plus qui c'était. C'était une actrice qui s'est précipitée vers la fenêtre et a dit « Oh mon Dieu, notre Führer !» Et moi, je pensais « Oh là là, est-ce qu'elle est imbécile ?» Et elle a presque pleuré de joie, et je ne comprends vraiment pas, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'était qui a fait que les femmes réagissent comme ça? Moi, je ne comprenais pas. Mais à ce sujet-là, on ne savait pas. Et il voulait être adoré comme un saint. Vous vivez à 39 km, 40 km de Munich, en pleine Bavière, dans une région qui finalement, depuis la fin de la guerre, n'a pas complètement changé, tout le monde le sait. Est-ce que votre attitude face aux questions que je viens de vous poser, est-ce que vous avez peur de répondre? Est-ce que vous seriez menacé si vous disiez des choses sur l'époque aujourd'hui? Non.
Bien que on ne sait jamais. On a beaucoup de nazis encore et j'en ai connu quelques-uns avec qui j'ai discuté. Mais ils ont tous une excuse. Un ancien voisin, un homme sympathique, quelqu'un de peu d'importance. Ils m'ont dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais jeune, à 6 ans, je suis entrée à l'école des cadets et je n'ai rien appris d'autre que d'obéir et le militaire, il lui a été repris par Hitler plus tard. Et dans une certaine mesure, je comprends. Lorsque vous aviez 20 ans et que vous cousiez vos pyjamas en soie, vous habitiez chez une charmante dame juive, comme vous dites dans votre livre, qui s'appelait Madame Rothenstein. Est-ce que vous savez ce qu'elle est devenue pendant la guerre? Non. Je lui ai rendu visite quand même, et bien qu'elle me dise toujours ne venez plus. Et un jour, on m'a dit elle a été emportée. Et à ce moment-là, on ne pouvait plus faire de recherche. On savait ce que ça voulait dire. C'était une vieille fille, vraiment très charmante, aimable, qui n'avait fait de mal à personne. Est-ce que maintenant, à 80 ans passés, même si vous ne le faites pas du tout, est-ce que vous regrettez d'avoir été mêlé à tout ça, finalement? Oui. Vous avez toujours vécu dans un grand luxe, que ce soit à Berlin pendant la guerre ou avant la guerre, que ce soit à Hollywood. Et aujourd'hui, finalement, vous avez perdu votre maison de Roquebrune-Cap-Martin qui a été saisie par le gouvernement français à l'issue de la guerre. Vous habitez dans un charmant village, enfin dans un appartement qui n'est pas très grand. Alors, comment vivez-vous aujourd'hui et surtout, de quoi vivez-vous aujourd'hui? Avec quel argent pouvez-vous subsister aujourd'hui? Parfois, je me pose la même question. J'ai perdu plus encore. Par un soi-disant ami, j'ai perdu tous mes biens. Il est parti à l'étranger, il ne me l'a jamais rendu. Par la suite, après la guerre, je n'avais plus rien du tout. La ferme ne m'est plus restée, et la maison. Et donc, c'était peut-être de ma propre force. J'ai essayé de faire tout mon possible. J'avais pas plus que mon sac à main et les bijoux. Et donc ces bijoux étaient très importants. Et avec ces bijoux, j'ai pu racheter une maison. La maison est à peu près à 5 km d'ici, vraiment dans un endroit extraordinaire, une très belle villa avec plus de 4000 mètres carrés et j'ai besoin de 2 personnes pour ça. Donc c'était trop de travail et à ce moment-là, je me suis dit c'est trop de travail, je vais m'acheter cet appartement et ainsi il me reste plus de temps pour mes violons d'Ingres. Ovadia Sofer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur d'Israël, c'est-à-dire que non seulement vous représentez Israël en France, mais en plus, comme on est ambassadeur de France, chaque fois que vous allez à l'étranger, vous êtes toujours ambassadeur d'Israël. Oui, en effet, j'ai gagné ce titre, la dignité de l'ambassadeur d'Israël il y a 2 ans, mais je suis ambassadeur depuis 18 ans. Pas en France, en plusieurs dans d'autres pays. On y viendra. Alors, vous êtes né en Irak, d'une famille bourgeoise assez riche. Et vous avez été obligé de fuir l'Irak après-guerre en traversant ces marais où aujourd'hui il y a la guerre, non? Oui, c'est toute une épopée. J'appartenais à la communauté juive d'Irak, qui est la communauté la plus ancienne des communautés juives d'une famille bourgeoise. Et puis je me suis trouvé à l'âge de 15 ans comme poursuivi pour un crime qui était considéré dans le temps comme le plus grand crime qu'on peut commettre, c'était d'apprendre l'hébreu. Vous avez été surpris en train d'apprendre l'hébreu? Oui, j'ai été surpris et puis je devais quitter. Et on a promis à mon père qui dans le temps a donné
large somme d'argent pour franchir la frontière dans quelques heures. Et puis ça durait 3 semaines dans les marécages, là où il y a les champs de bataille entre l'Irak et l'Iran. Aujourd'hui, oui. Et je dois dire que c'est un des miracles que je suis en face de vous. Très bien, nous sommes ravis de vous avoir. Merci. Alors vous publiez chez Lafon un livre qui s'appelle Le Diamant Noir et qui raconte un peu votre vie, toute cette époque, l'Irak, l'arrivée en Israël, votre réussite dans le commerce et puis votre décision finalement un jour de tout quitter pour servir Israël. Et vous êtes nommé attaché d'ambassade en Centrafrique avant d'être nommé ambassadeur au Tchad. Alors moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'avais eu connaissance du projet de Herzl d'installer Israël non pas en Palestine, mais en Ouganda. Et j'avais imaginé dans un livre que finalement, qu'est-ce qui se serait passé si Israël avait été installé en Ouganda. Alors, moi, c'était du roman, mais vous, comment avez-vous vécu cela et qu'en pensez-vous de ce projet ? Je dois dire que Dieu merci que ce projet n'a pas été réalisé parce qu'en Ouganda, le peuple juif n'avait aucune racine. Donc, nous serions dans une situation très difficile, alors que Dieu merci, nous avons établi notre État dans une terre qui nous appartient, avec une longue histoire, avec des racines. Et lorsque je suis arrivé en Centrafrique, j'ai vécu le moment des pionniers d'Israël en Afrique. Nous avons amené avec nous l'esprit pionnier, nous avons amené avec nous les raccourcis pour le développement. Nous nous sentions comme une seconde ère de pionniers en Israël. Nous avons vécu comme les Africains. Je dois dire que lorsque j'ai décidé de tout quitter pour aller dans la carrière diplomatique, évidemment, on pourrait penser que c'était une vie de gloire. Ça au départ. Et puis, je me suis retrouvé avec des shorts, dans des jeeps, avec un ambassadeur qui m'accueille en ceinture, qui était un cordon qui servait comme ceinture, pas de faste. Nous nous sommes installés dans une écurie qui était transformée en domicile parce que l'ambassadeur, qui était un membre de kibbutz, voulait implanter l'esprit pionnier d'Israël en Afrique. Alors, il y a aussi autre chose qui vous particularise, c'est que vous êtes le premier ambassadeur d'Israël en France à être séfarade, finalement. Ça a été quand même un événement, parce que juste là, il y avait Guy Ashkenaz qui était ambassadeur d'Israël en France. Est-ce que ça a été difficile? Parce qu'il paraît que votre nomination n'a pas été sans soulever quelques problèmes en Israël, non? Vous savez, je n'aime pas entamer le problème des Ashkénazes et des Séfarades, d'autant plus qu'en ce moment en Israël, il y a vraiment une fusion très efficace, il y a une seule culture, il n'y a pas vraiment de différence. Album Sylvain Beugère, numéro 13, Ça porte bonheur, spécial 3 ans des bains, fête de la rose, Françoise Lacroix, Sylvie Grimbach. Cuisse. Vert. André Boutman. Adeline André. Yves Morosi. Floc. Jean Bousquet, Philippe Starr. Culotte. Culotte. Ballon. Mollet. Claude Chal. Jenny et Philippe Starr. Dominique Isserman. Françoise Laclouse again. Alcoolisme. Tatouage. Chapeau. Décolleté. Cuisse. Ariel de Ravenel. Robe moulante. Oh Fernando, que tu es beau. Le chouchou et Madame Boukobza. Marie Beltrami, bonsoir. Paolo Calia, Safo, Jean Nouvel, bonsoir à tous. En hommage à la soirée Jean Nouvel à l'Institut du monde arabe, Cheb Kader et Duraï.
راكم تحتاجوا راكم تحتاجوا والدنيا مدوم وانا عليها معوان غريب وبراني راني بديت بلادي ويا حبابي راني بديت بلادي راني وحدي بلاد الناس وراني عذروني توحشت بلادي راني وحدي بلاد الناس وراني. Alors Jean, tu as organisé lundi dernier une soirée à Lima, comme tu dis, à l'Institut du monde arabe, comme disent les autres. Initié. Ouais, avec le groupe Rai Chet Kader qu'on vient de voir. Oui, c'était d'ailleurs extraordinaire. C'était bien? Oui. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'ambiance qu'ils ont réussi à mettre ici en 5 minutes. Ouais. C'est du jamais vu. Formidable. Alors tu es devenue la star de l'architecture française. Star. C'est une référence parce qu'il y a un Oui, ce étudiant serait en pas- archi Ouais. qui m'a dit il veut faire une thèse sur moi, sur une maison pour moi. Et il m'a dit il y a un truc comme référence, l'Institut du monde arabe. Tu l'as vu, c'est super. Il m'a dit. Alors, je crois que Au-delà de mon cas personnel, en tout cas, ce serait pas mal qu'il y ait de temps en temps des stars dans le domaine de l'architecture. Bah oui, parce que- Foster ou des gens comme ça. Et entraîne une vieille image quand même qui n'est pas très positive. En plus, il y a Ionesco qui nous a pas aidé. Je crois qu'il y a une de ces pièces qui commence par abruti, idiot, architecte, etc. Non, Ils ont ce pas serait mal- quand même bien ils ont pas d'essayer mal de redorer massacré le le blason. paysage. Ils ont quand même merdé. Voilà, dans les années Pompidou. Ça viendrait peut-être de là. Ils ont pas- Alors ton style, c'est de pas en avoir, quoi. C'est-à-dire, t'écoutes tout le Quand monde, même, il y tu a quand non. même des petites choses interdites, hein, Ouais. genre petite colonne dorique, plus Ouais. fronton en staff et tout ça. Non, Ça, mais tu c'est fais pas, plutôt ça. non, c'est pas tellement. Enfin, mon genre. globalement, Je laisse ça, t'écoutes donc. les gens, tu fais une synthèse et tu fais des dessins après au lieu d'en faire avant, quoi. C'est ça finalement. J'essaie de se trouver à chaque fois les bonnes raisons de faire plutôt comme si que comme ça, là. Ouais. Voilà. Alors moi, j'ai complètement flashé quand j'ai vu la clinique de Beson, là, le paquebot. C'est une vieille histoire, ça, 10 ans. Ça date de quand 10 ans. 10 ans Bah, tu vois, il n'y a pas longtemps, je l'ai vu. moi. ça J'ai vu revient ça dans un encore. livre. Et alors, pourquoi un paquebot? Pourquoi tu avais fait ça, un peu comme un paquebot, une clinique? Non, mais on dit que c'est un paquebot, il y en a d'autres qui disent que c'est un train, il y en a d'autres qui disent que ça ressemble à un avion. En fait, c'est que dès qu'on utilise des matériaux ou des techniques de l'époque, en particulier de l'aluminium, du verre, ça fait référence à d'autres ingénieurs ou d'autres architectes qui l'ont utilisé pour des raisons très précises et dans des domaines qui étaient un peu plus en avance que l'architecture. Et donc on retombe sur les domaines qui connotent le paquebot, C'est très, le très beau. bateau. Par contre, il y a un truc, je suis moins d'accord avec toi, c'est le truc de Nîmes, la Némosus. Parce que finalement, tu dis, moi, le logement social, je veux pas le faire comme du sous-logement bourgeois. Je veux faire autre chose. Mais finalement, les gens qui habitent, mets-toi à la place de quelqu'un qui habite là-bas. Tu es en C'est la première chose que centre-ville, j'ai fait, tu es en centre-ville à Nîmes. Tu es une jeune fille, tu rencontres un mec, tu dis j'habite à Némosus. Ben, le mec, il sait que tu es pauvre. Parce que si tu veux, ça, c'est terrible. Ben oui, puisque ça ressemble pas. Et alors en plus, il y a un truc plus terrible, c'est que les deux pièces, ils ont des volets verts. Alors si le mec va t'attendre en bas de chez toi et que tu lui dis bonjour à la fenêtre comme ça et qu'il voit les volets verts, tu veux dire que t'as de quoi, tes parents, ils ont de quoi se payer qu'un deux pièces. Je trouve quoi, pas les ça. volets verts Les volets verts, c'est les deux pièces. Il n'y a pas de volet. Ah bah les volets verts, les stores, non, les stores verts. Si, les stores verts. Non, mais Némosus. Pourquoi faire des logements sociaux qui... Non, mais justement, c'est des HLM qui ne ressemblent pas à des HLM. C'est toi qui as décidé qu'à partir de là, ça faisait pauvre. ça veut mais dire en fait, que si on habite là, on est tout le pauvre. monde est persuadé que ce sont des logements de luxe. Ouais. Et ce sont des logements qui commencent par avoir une fois et demie plus de surface que les autres, qui ont des terrasses qui font tous 15 mètres carrés, avec des façades qui s'ouvrent entièrement dessus. Alors, ce qui ferait peut-être pauvre dans l'esprit de quelques-uns, c'est qu'il y a de l'aluminium, du béton brut, du métal galvanisé, et il n'y a pas de papier peint, et il n'y a pas de volet, et il n'y a pas de... des stores, mais tu crois pas que les, tu crois que les pauvres de ont marbre, envie quoi. d'habiter dans des trucs un peu comme les riches, même si c'est moins bien? Mais il y a beaucoup de riches qui veulent habiter là. Ah bon? C'est leur problème, on leur interdit. Parlons de tes concurrents alors. Piano Rogers, Beaubourg, t'en penses quoi? Le plus grand bien. Le plus grand bien, je trouve ça bien quand même. Je trouve ça bien, mais je pense que c'est un bâtiment qui est le témoin exact de son époque, c'est-à-dire d'il y a environ 10 ou 15 ans. Ça vieillit. Et ça vieillit, ça a bien vieilli. Moi j'aime bien les bâtiments qui sont datés. Ce que j'espère, c'est que Lima, c'est un bâtiment des années 80. Et maintenant, on montre plus toute la tripe comme ça, tous les tuyaux, on se peint plus en bleu, en rouge. Bon, tout ça est beaucoup plus lisse, beaucoup plus tendu, un peu comme maintenant les voitures. On ne voit plus les phares qui sortent, qui sont dedans, on ne voit plus les pare-chocs. Oui, ça c'est pareil. On ne voit plus les tuyaux, on ne voit plus les poutres. Tout est complètement lisse. Ça ressemble un peu à l'intérieur à un avion, à un vaisseau. Tout est gris, dans des symphonies de gris, d'aluminium. Bon, c'est quelque chose de plus retenu, je dirais. La pyramide du Louvre.
la pyramide du Louvre. T'aurais fait ça, toi? Moi, j'aurais pas fait ça. Ah, Moi, j'aurais sûrement pas fait ça. T'aurais J'aurais fait quoi? comme à Nîmes, pour la médiathèque, une sorte de grand plancher de verre à travers lequel on a aperçu, je ne sais quoi, non, je dis n'importe quoi. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant dans le Louvre d'avoir eu déjà l'attitude qu'on n'aurait pas eue peut-être il y a une dizaine d'années, de faire quelque chose qui se voit. De ne plus avoir ce complexe de l'architecture ancienne, de dire à partir du moment où c'est là, on n'a plus le droit d'y toucher. Ce que je trouve très bien au Louvre, c'est qu'il y ait un morceau d'architecture du XXe siècle au milieu du Louvre. Alors Starck, vous avez eu un projet ensemble à Tokyo. Starck, on travaille ensemble de temps en temps, on a failli faire un opéra à Tokyo, il suffisait qu'ils nous prennent. Ouais. Vous avez fait un projet ensemble. On a fait un projet qui était un monolithe de granit de 180 mètres de long par 80 mètres de haut. Était suspendue, c'est ça? Avec des salles en feuilles d'or suspendues dedans, enfin une sorte de délire. Bofill. Retenu aussi. Bofill. On dit toujours que tu es l'anti-Bofill. Alors t'en penses quoi de Bofill? Ben, ça me gêne déjà qu'on me définisse comme ça, mais non, non, ce que je pense, c'est que l'attitude par rapport à l'histoire n'est pas celle que je partage. Donc, quand je disais je ne ferai pas, moi, de fronton ni de colonne dorique, je m'intéresse beaucoup plus aux techniques de l'époque. Il y a une image liée aux sensations et aux émotions de notre siècle plutôt qu'aux références historico, gréco. T'es pas trop d'accord. Alors imagine maintenant qu'on te laisse libre, à Paris, qu'est-ce que tu fais? Mais on me laisse jamais libre. Non mais imagine que, je sais pas, le prochain président te dise maintenant, vous faites ce que vous voulez, soit vous créez un nouveau monument, soit vous en refaites un, qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai fait un projet qui me tient beaucoup à cœur. Non, pour la Défense, c'est vrai, j'ai eu le deuxième prix, juste comme ça. Ouais. Mais j'ai fait un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui est sur le jardin des Tuileries. Ouais. Qui est le jardin dessiné par Le Nôtre, qui est massacré aujourd'hui, où on reprenait tous les thèmes de Le Nôtre actualisés, avec l'intégration d'œuvres d'art, avec des éclairages la nuit, et faire une sorte de jardin de ville, qui soit un cœur de ville, qui puisse vivre de jour, de nuit, qui liaisonne par une passerelle Orsay et le Louvre. Voilà. C'est ça que tu ferais. Si on me disait fais le projet que tu veux à Paris, je ferais les Tuileries. Avis. Alors maintenant, le Distrito, tu changerais rien au Distrito? Strictement rien. Alors, et surtout pas Cortier. Et surtout pas Cortier. C'est au Distrito qu'on s'est connus. Et maintenant, on va voir des danses sévillanes, comme on les écoute tous les mardis soirs au Distrito. Comme dit Philippe Corticol, le Sud, c'est pas une mode, c'est une façon de faire la fête. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós.
cuando salea en el mar. Cuando salea en el mar, el barco se hace pequeño. Cuando salea en el mar, el barco se hace pequeño. Cuando salea en el mar. Cuando salea en el mar y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va, ese vacío que deja, el amigo que se va, ese vacío que deja, el amigo que se va. El amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelva a llenar. Es como un pozo sin fondo que no se vuelva a llenar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Alors Marie Beltrami, tu as toujours fait des trucs extraordinaires. Je me souviens d'un sac en forme de ticket de métro, un autre fait avec un tapis de sol de voiture. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Oh, j'en ai fait beaucoup. T'es allé au BHV acheter des... au BHV, j'ai acheté toutes les choses que je trouvais bien, sans savoir ce que j'allais en faire. Des trucs de pêche pour faire des boucles d'oreilles. Oui, trucs de pêche, des poignées de porte, des trucs pour les étagères, enfin tout. Et puis quand j'arrivais chez moi, je les mettais ensemble et ça faisait des... Alors ta dernière trouvaille, c'est une chemise pour tonton. Ouais. Alors explique-nous ça. Comment ça t'est venu et qu'est-ce que tu vas en faire? Ça m'est venu après que j'ai fait la chemise de Jacques Lang. Je me suis dit que c'était une bonne idée de rendre hommage à quelqu'un qu'on aimait bien. Et comme j'aime bien Mitterrand, j'ai décidé donc de lui faire sa chemise et j'ai demandé à des gens célèbres et moins célèbres, comme Depardieu, Piccoli, Arditi, Caroline Love, tous les gens qui l'aimaient bien, d'écrire un petit mot pour lui. Enfin, le thème, c'était « J'aime tonton ». C'est très très bien. C'est ce que fait Globe la semaine prochaine, mais toi tu l'as fait sur une chemise, c'est quand même plus simple. Ouais, bah oui, parce que je fais de la mode, donc je me sers de ce que je sais faire pour dire quelque chose. Et on la trouve où cette chemise? Et ben on la vendra, Jean-Paul Gaultier va la vendre. C'est pareil. Et Michel Klein. Bah, j'ai demandé à des gens qui font aussi de la mode de la vendre, parce que je ne sais pas très bien comment la diffuser, vu que j'ai pas de boutique. Et alors j'ai trouvé ça génial. On peut la vendre à l'Élysée, remarque. Ouais, s'ils veulent, je suis prête. Merci. J'ai un stock. Paolo, bonsoir. Alors tu fais des photos sublimes. Tu peux nous montrer ce que tu as fait pour la pochette du disque de Sappho? Je l'ai mis derrière le cachet. Voilà, donc j'ai fait ça. C'est très très beau. Et fais voir celle qui vient derrière, la photo derrière, c'est ça. Ah ouais. Et vous n'êtes pas battus pour savoir laquelle devait venir devant et laquelle devait venir derrière? Si, on s'est battus, mais j'ai eu gain de cause, je voulais celle-là. Tu voulais l'autre, c'est toi qui as gagné? Oui. Parce qu'elle aime beaucoup parce que j'aime bien le décor. L'idée, quoi. Il fait des belles choses, Paolo. Mais merci. Paoli Calia, Paolo Cali, Paolo Calia, qui ressemble à un petit diable aujourd'hui. Il est très mignon. Il est ravissant. Alors Sappho, tu as été la première à faire des mélanges de musique, toi, non? Oui. T'as mélangé quoi et quoi au départ? Alors j'ai mélangé un peu de musique orientale et de New Wave. J'appelais ça la Moroccan Wave. Et puis ensuite j'ai vu que finalement, il y avait plein. En ce moment, je ne sais pas si. Il y a de la musique ethno, j'appelle ça la musique ethnologique, partout. Il y en a partout. Alors, je suis très très fière. Je suis carrément un précurseur. Mais ouais, c'est ce que je te dis, tu es un précurseur. Carrément. Une précurseuse. Seuse. Tu vas faire l'Olympia, on va faire comme chez Drucker. Voilà. On va te demander quand est-ce que tu fais l'Olympia. Je fais l'Olympia du 12 au 17 janvier. Voilà, vous le savez tout. Tout le monde est content. Voilà, on est content. Et tu fais des tournées mondiales. Alors, il paraît que tu es star au Japon. Moi, je me méfie quand on me dit que les gens sont stars au Japon parce qu'il y a tellement de chanteurs français qui ont expliqué qu'ils étaient stars au Japon et finalement, bon, quand on avait les chiffres, c'est quoi être star au Japon? Non, je suis star au Japon dans le sens où pour les Japonais, en principe, la chanson française, c'est Gréco, Montand, etc. Et parmi les gens jeunes, ils ne connaissent pas. C'est uniquement anglo-saxon, comme dans beaucoup de pays étrangers d'ailleurs. Et puis, j'ai un ami, Tatsuji Nagataki, j'ai pas éternué, c'est son nom, c'est comme ça qu'il s'appelle.
qui est marié à une Française et qui voulait absolument montrer qu'il y avait de la musique moderne française. Alors il a essayé avec plusieurs genres, du genre Higelin, etc. Et puis il s'est trouvé qu'il y a eu une accroche sur moi et il a donc foncé dessus comme ça. Je pense que les gens sont accrochés à une image, parce qu'ils sont très graphistes, ils aiment bien les images. Pour une fois que c'est blanc sans être anglo-saxon, ça doit leur faire plaisir. Voilà, à leur place. Alors, quand même, je te ferai un petit reproche. Tu t'es marié avec un monsieur qui s'appelle François Nicolas ou Nicolas François. François Nicolas Despois, c'est ça. Voilà. Mais il est mexicain ou français? Il est français, il est extrêmement français. Mais non, il vit pas au Mexique, mais il travaille avec le Mexique, il importe le mezcal. C'est lui qui importe le mezcal. Il nous a fait beaucoup de mal, tu lui diras. Je le sais. Bon. Je le sais. Mais c'est pas ça que je te reproche. Toi, tu as le droit de te marier si tu veux faire des enfants. Ce que je trouve, si tu veux, c'est que, bon, il voulait pas se marier à l'église, mais comme toi, bon, vous saviez pas trop bien comment faire, tout. Et vous avez... On a fait semblant. Voilà. Tu trouves ça bien de faire semblant? Mais non, on a fait semblant parce qu'on trouvait ça joli, les églises mexicaines. Et on est rentré à reculons dans l'église. Et on a été filmés en rentrant. Ah, c'est terrible. Tu sais que c'est un sacrilège, tu peux aller en enfer pour ça. Oui, je sais, mais le curé était d'accord. Mais on l'avait payé. En plus, tu dis ça à la télévision. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va, ese vacío que deja el amigo que se va. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelva a llenar. Es como un pozo sin fondo que no se vuelva a llenar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Alors Jocelyne Alain d'Anvers, bonsoir. Toi, on a l'habitude de te voir à la télé. Bonsoir Thierry. Et Jocelyne, tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je suis hôtesse de l'air. Ah ben c'est bien, parce que lui, comme ça, comme il n'était pas là souvent, toi non plus. Sur quelle ligne? Air France, j'ai fait du Concorde pendant très longtemps. Ouais, très bien, très chic. Et c'est d'ailleurs dans un avion que nous sommes rencontrés. Ah bah oui, mais ça c'est le rêve de il faut qu'on raconte cette histoire, parce que Jocelyne et moi, on est nés dans le même pays. Ouais. Un petit pays du Nord qui s'appelle Gravelines, et, où maintenant il y a 10 000 habitants, mais quand on est né, il y en avait 5 000. Et on ne se connaissait pas. Ouais. Et on s'est rencontrés 30 ans après, à bord d'un avion. Je revenais de Porto, où j'avais été faire la révolution des œillets. Ouais. Et puis Jocelyne était hôtesse sur le vol. Et comment t'as fait pour la draguer? Alors facile, évidemment, tu vois les sujets de conversation, parce que je connaissais sa grand-mère, sa tante. Finalement, le jour de notre mariage, tout le monde se connaissait sauf nous. Ce n'est pas pour aggraver la réputation absolument sérieuse des hôtesses de l'air. C'est pas terrible là, pour les hôtesses de l'air quand même. Si. Mais non, ce qui est extraordinaire, c'est finalement, c'est ni son métier ni le mien, c'est le pays, le village qui nous a rapprochés. C'est Gravelines. Oui. C'est toujours le pays et le village, hein, je crois, pour plein de gens. Alors Alain, tu publies chez Édition numéro 1 un livre qui s'appelle Point choc, Atlas des conflits dans le monde. C'est un atlas, on va faire comme chez Drucker. C'est vrai en plus que c'est un beau livre, c'est un beau cadeau de Noël. Et c'est quoi alors? Alors tu te souviens peut-être, j'ai fait une émission de télé qui s'appelait Point chaud. Qui s'appelait Point chaud. Alors l'objectif était d'essayer de reconstituer un peu le puzzle de l'actualité, parce qu'à force de sujets à la télé d'une minute ou 30 secondes, on finit par plus savoir qui, pourquoi, comment, etc. Donc l'émission de télé, c'était ça. Et puis les fils de l'éditeur ont dit à leur père, mais tu devrais demander à ce qu'il fasse un livre. Alors l'éditeur est venu me voir, et à ce moment-là, j'étais directeur d'information de TF1. Je lui ai dit, t'avais pas le temps de faire ça. J'ai pas 5 minutes pour le faire. Ouais. Et quand je suis parti, il m'a rappelé le lendemain en disant maintenant. J'ai dit maintenant, ok, on peut le faire. Alain, imaginons maintenant, mai 88, Mitterrand est réélu président, la CNCL est complètement bouleversée, on revient à une sorte de haute autorité, le président d'Antenne 2 change, Élie Vanier s'en va, on te demande de prendre la direction de l'information sur la 2. T'y vas pas? Oh, de toute façon, première chose, c'est vrai qu'un jour je referai de la télé. C'est vrai que si j'en fais, c'est pas forcément comme directeur de l'information. Je l'ai fait une fois, je peux le faire 2 fois, mais pas obligatoirement non plus. Il faut voir les conditions. Quand les repreneurs, quand le privé est arrivé à TF1, j'ai vu les conditions, finalement je suis parti. Ouais. Alors là, je verrai encore une fois les conditions. Ce que je veux dire, c'est que je suis bien dans mes godasses. Là, hein. Je fais autre chose, je viens de faire un livre qui m'a passionné, qui ressemble un peu à une émission de télévision d'ailleurs, hein, parce que j'ai mis beaucoup de photos, et j'ai voulu qu'il ressemble un peu à une émission de télévision. Donc voilà, c'est une autre étape.
Avant, j'avais été grand reporter pendant 7-8 ans. Avant, j'avais été dans la presse écrite, j'avais fait de la radio. Je considère que ce que je viens de faire est une étape. Et puis, je suis très ouvert à toutes les aventures et à toutes les autres étapes. Mais forcément, certainement, quelque part à la télé. Il y en aura d'autres. Alain, tu sais ce que c'est un newcomer? Un newcomer, explique-nous. Ben, c'est quelqu'un qui commence dans la vie. Alors comme on ne pouvait pas appeler ça newcomer parce que c'était emmerdant pour la CNCL, on a appelé ça wannabe en hommage aux Beatles, à wannabe your love Abby, wannabe your man. Alors là maintenant on va voir donc les wannabe de la semaine, c'est des mecs qui ont 30 secondes, 40 secondes, 1 minute pour vendre leur sauce quoi. Et à la fin ils donnent le numéro de téléphone et si c'est bien les gens les appellent. Alors on va regarder, qu'est-ce qu'il fait lui? Bonsoir, lui, je suppose qu'il fait Patrick Cotensin, j'ai 34 ans, voilà, je suis sculpteur, j'aimerais montrer ses œuvres. Et l'atelier se trouve 14 rue des Écouffes, dans le 4e, c'est dans le Marais. Le contact, c'est le 48 87 23 32, 48 87 23 32. Bonsoir, vous me reconnaissez? Ah, je suis Popo Uno, vous savez, Damien, le voilà. J'ai fait pour vous un petit gadget. C'est un bouc noir simple design, enfin, une pour merveille. Vous avez ici un scratch dessous pour que l'ensemble soit quelque chose de hermétique. Vous avez une sangle facile pour le transport avec un clip que vous pouvez retirer dès que vous le présentez. Ici, vous avez un petit clapet pour aller chercher le travail. Comme ça, vous pouvez avoir une facilité dans la lecture et regarder plusieurs travaux en même temps. En plus, c'est facile pour quand vous avez des choses détectables, la transparence, ça facilite la lecture. L'ensemble est très très beau, je trouve. Je suis très content. Et, il est à moi celui-là. Alors si vous désirez me contacter, parce qu'il y a seulement des jaloux, vous faites le 40D 77 17 46. Voilà, et je serai vous recevoir, bien sûr. Bonsoir, je m'appelle René Licata, j'ai 29 ans. Depuis le début des années 80, je mémorise en vidéo vos fêtes et soirées. Je filme également les jeunes créateurs en mode, peinture, musique, danse et performance. J'ai réalisé 3 vidéos magazines annuelles ainsi que des clips et courts-métrages. J'aimerais faire des reportages sur les tournages ciné, pub ou clips, afin de filmer une équipe au travail. Si vous voulez me contacter, je passe actuellement au Palace et au Race Club en couverture vidéo. Vous pouvez également me téléphoner au 45 35 26 73. À bientôt. Des photos, mais aussi il y a 8 heures de film et 11 heures de son enregistré. Anthony Souter est revenu du Tibet. Il vous donne un sujet et il vous demande un budget. Contactez-le au 42 46 71 31. Alors imagine que je te rencontre comme ça un soir dans une boîte. Par exemple. Voilà. Et que tu me dirais qui tu es? Si tu me le demandes, oui, pourquoi? Je te demande qui tu es alors. Je m'appelle Géraldine. Géraldine comment? Danon. Tu es la fille de Monsieur Danon. Je suis la fille de Monsieur Danon. Oui, mais ça, je sais pas si je te le dirais pas. Ah bon, tu me le dirais pas. Si on se connaissait pas, tu me le dirais pas. Non, je te dirais mon prénom, c'est tout. C'est tout. Ouais. Et tu voudrais que je devine? Quoi? Ou tu voudrais que je t'aime pour ton prénom? Pour mon prénom? Ouais. Et tu es la filleule d'Alain Delon? Tu en sais des choses, dis-moi. J'en sais des choses. Tu n'as pas besoin de me rencontrer dans une boîte. Si, c'est Maubert qui m'a dit ça. Mais dis-moi, moi il y a un truc qui m'étonne avec toi, c'est qu'on te voit tout le temps en double page dans Paris Match, on te voit dans les soirées, on te voit dans les cocktails, on te voit dans... Et puis alors, je me demande toujours ce que tu fais. Du cinéma. Qu'est-ce que tu fais au Mais cinéma? j'essaye, hein. T'essayes, oui. Qu'est-ce que je fais au cinéma? Des films. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? J'ai fait un film de Jean-Pierre Mocky qui s'appelait Amant l'arbitre, j'ai fait un film qui s'appelait James Kenny, j'ai fait un film qui s'appelait Trop jeune pour mourir qui est sorti il n'y a pas longtemps, et des disques. Et des disques. T'as un disque qui sort là? Un disque en ce moment qui est sorti il y a une quinzaine de jours qui s'appelle Photographe. Photographe. Il y a un clip? Il y a un clip. On va le voir? Oui, j'espère. Tu vas nous le donner? Je vais vous le prêter. Tu vas nous le prêter. Faux artiste, Picasso, sans pinceau, photographe. Tu veux faire le poster qui décoiffe. Mais dis donc, t'es bidon, photographe. Alors je t'ai vu dans lui aussi. Non, dans Playboy. Non, dans lui. Dans lui, oui. Dans lui. Dans lui. Pourquoi t'as fait ça? Parce que j'avais envie. Ça te fait quoi de faire ça? Tu fais pas ça pour l'argent quand même, t'as plein de sous. Non, pourquoi j'ai plein de sous d'abord? Parce que ton père a plein de sous, j'imagine qu'il en donne à Et sa là, fille. parce que mon père a plein de sous, moi j'en ai. Bah il peut t'en donner. Mais il n'a pas forcément envie de m'en donner. Si tous les enfants dont les parents avaient des sous. Ah moi je sais pas, vivaient mes parents sur ont pas de les sous, mais parents. j'imagine que si mon père en avait eu, j'en aurais demandé quand même. Et moi, mon père en a, mais je lui en demande pas. C'est Ah encore bon? mieux. J'essaie de me débrouiller toute seule. Mais t'as pas fait ça pour les sous? Non, non, j'ai fait ça parce que c'était d'abord Jean Lucieff qui faisait Ouais, les c'est photos. pas mal, elles sont bien les photos d'ailleurs. Et que Jean Lucieff est quelqu'un que j'admire beaucoup.
Ensuite, peut-être pour casser un petit peu avec l'image toujours Quoi, tu crois qu'il y soirée, avait- toujours Ah oui, d'accord. apprêtée, toujours gentillette. Et voilà. Dans la zérie, tous ces mélanges et mon pont, messieurs. Voici Sappho qui chante Maoud. موعود 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 معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي يا موعود 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 معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي يا قلبي ولا بتحلم ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي ولا بتحلم ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي وعمرك عمرك ما شفت معايا فرح كل مرة ترجع المشوار بجارح وعمرك عمرك ما شفت معايا فرح كل
pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.